Bonsoir, suspense en Suède, 24 heures avant le match décisif de la France contre le Danemark. Michel Platini se confie à notre envoyé spécial Dominique Champeau, nous l'entendrons dans ce journal. La bataille de Maastricht a repris au Sénat et illustre une nouvelle fois l'implosion du paysage politique sur ce point. D'un côté socialiste et centriste, de l'autre gaulliste et communiste. Nous retrouverons Jean-Baptiste Prédali au Palais du Luxembourg. Paris, ville verte la semaine prochaine, mais d'un vert sombre, pas écolo du tout, d'un vert colère, celle des agriculteurs qui menacent de bloquer la capitale. Agnès Molinier nous fera connaître la coordination rurale. Enfin, naissance aujourd'hui d'un nouveau mouvement politique, son nom, le mouvement, le nom du fondateur, Harlem Désir. Charles Sanviti. Nouveau parti, nommé le mouvement, son parrain, Harlem Désir. 8 ans après SOS Racisme, le fondateur de l'association entre en politique. Une arrivée précédée de critiques, son pacifisme pendant la guerre du Golfe passe mal. Et même contre le Front National, il perd le monopole de l'anti-lepénisme. Alors aujourd'hui, contre-offensive, Harlem Désir veut faire de la politique autrement. Maintenant, nous sommes face à un blocage. Alors, vu ce que les autres ont fait pour nous, merci pour tout, maintenant on prend les choses en main, on s'en occupe nous-mêmes. Alors vous connaissez le top 50 de la politique, on le connaît tous, et moi je connais aussi ceux-là, les autres, ceux qui ont fait l'ENA de la rue. Eh bien je sais avec qui j'ai envie de travailler. D'ores et déjà, le mouvement a son programme pour une Europe des gens et aussi des ambitions hexagonales. 93 législatives, 94 européennes, municipales aussi. Le parti présentera ses candidats. Seul inconnu la présidentielle, Harlem Désir réserve encore sa réponse. Au moment où Harlem Désir entre sur la piste politique, un autre homme issu de la société dite civile pourrait la quitter, Bernard Tapie, mais il hésite encore. Et c'est à la fin du mois qu'il rendra sa décision. Il l'a annoncé ce matin au siège d'Adidas en Alsace. Adidas où il sera beaucoup plus présent s'il reste dans le milieu des affaires. FR3 Strasbourg, Béatrice Pignède. Soit catastrophique, ayant d'un côté mes affaires, de l'autre côté la politique, et j'ai porté un préjudice aux deux, à la fois à mes affaires, et donc à ceux qui travaillent, et à la fois à ceux qui me font confiance politiquement, parce que chaque fois qu'ils ouvrent le journal, allons donc, et ils trouvent une nouvelle affaire, une chaque jour. Bernard Tapie bat sa coulpe devant les salariés d'Adidas à Landersheim. Bien qu'il réserve toujours sa décision officielle pour la fin de ce mois, il annonce à demi-mot qu'il abandonne la politique pour se consacrer aux affaires, à la demande de ses partenaires financiers. La condition, elle est simple, c'est un engagement formel de ne plus foutre les pieds dans la politique pendant tout ce temps-là. Oui. Donc c'est pas seulement un choix personnel, c'est si je veux les avoir avec moi, il faut que j'exprime ce choix d'une manière nette et sans ambiguïté. Ce que je vais sûrement faire. Revirement spectaculaire, même s'il est encore à mettre au conditionnel. Actionnaire principal, Bernard Tapie reconnaît que le directoire, le board allemand, a peut-être envisagé un plan de restructuration trop sec. La délocalisation complète de la production européenne vers l'Asie du Sud-Est a commencé par les 500 licenciements en Alsace. Aujourd'hui, il semble appuyer le rapport du personnel. Un autre retournement démagogique, il a l'habitude de manipuler les foules, il a manipulé, à mon avis, en partie les salariés d'Adidas. J'espère qu'ils ne vont pas être trompés une nouvelle fois. Rendez-vous est pris lundi quand Bernard Tapie défendra les propositions des salariés devant la direction de son groupe parisien et d'Adidas Allemagne. Mais les délégués syndicaux, peu convaincus, ne lui accordent qu'une semaine de répit. T'as vu, elles sont drôlement belles. Hein. Les divergences sur l'Europe entre le RPR et l'UDF s'accentuent. Les centristes et les libéraux restent obstinément sur la ligne du oui au référendum. Et le RPR, conforté par un sondage favorable, pourrait de son côté durcir sa position contre l'Europe. Un sondage Figaro-Sofres qui crédite l'opposition de 42% de sympathisants. C'est 9% de plus qu'en décembre dernier. C'est effectivement le RPR qui bénéficie le plus de cette remontée. Pour 49% des Français proches de l'opposition, Jacques Chirac est le meilleur présidentiable. Valéry Giscard d'Estaing, lui, est à 20% et François Léotard à 15%. Et cela contribue à accroître le malaise au sein de l'opposition à quelques mois à peine du référendum. Michel Lemerle. Le double paradoxe de l'opposition. On la croyait diminuée par ses divisions sur Maastricht, la voilà qui grimpe dans les sondages. On pensait Jacques Chirac, hésitant sur ses choix, en mauvaise posture, c'est lui qui tire le mieux son épingle du jeu. Cette évolution n'est pas vraiment de nature à aplanir les divergences à droite. Le RPR, tout en se gardant de pavoiser de manière trop voyante, en profite pour durcir le ton sur Maastricht. Mais ça montre quoi? Qu'on va plutôt dans le bon sens? Que les Français en ont plus cassé les socialistes?
et que l'affaire de Maastricht, ce rideau de fumée qu'a essayé de dresser François Mitterrand devant le regard des Français, eh bien ça ne marche pas. Il est aberrant de vouloir continuer à modifier la Constitution pour un traité qui est aujourd'hui inapplicable. Le RPR va donc traîner les pieds. Il a déjà obtenu l'accord de ses partenaires pour réclamer de ne pas siéger, jour symbole pour lui le 18 juin, et s'apprête à prendre une position négative à l'Assemblée sur la révision du traité. Alors que côté UDF, on dit et l'on répète qu'il faut accélérer la marche vers la révision et que l'on ne se laissera pas impressionner par les sondages. Je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Nous ne sommes pas de toute façon dirigés par les sondages. Nous sommes au service de grandes causes et l'Union de l'Europe c'est une grande cause et il faut agir sur le fond et pas simplement pour l'opportunité. Ce sondage complique encore pour l'opposition la difficile équation de la révision de Maastricht. Et ces divergences se sont vues cet après-midi au Sénat où la discussion sur le traité de Maastricht a repris. Elle porte principalement sur le point du droit de vote aux Européens. Charles Pasqua a déposé un amendement à ce sujet. Jean-Baptiste Prédali. C'est un vote sur un vote. En clair, le vote de l'amendement Pasqua refusant le droit de vote aux élections municipales en France pour les ressortissants européens. 5 heures de discussion. Charles Pasqua ne recueille que 106 voix contre 188. Un échec pour le président du groupe RPR qui avait pourtant jeté tous ses arguments dans le débat. Nous refusons les atteintes portées à la souveraineté nationale et nous refusons ce que vous nous proposez, qui est à la fois contraire à la Constitution, qui constitue par rapport aux principes fondamentaux de la République une véritable trahison, une brèche ouverte dans notre droit constitutionnel. Autour de Maastricht et sans le RPR ni les communistes, une majorité PS-UDF centriste se construit et le gouvernement est venu pour presser l'allure. Objectif, éviter des navettes Sénat-Assemblée, menace à peine voilée, un référendum sans congrès. Nous avons dit quel est notre vœu, quel est notre souhait. Si la majorité du Sénat ne veut pas suivre le gouvernement, elle en a le droit, nous nous inclinerons, nous reviendrons devant l'Assemblée nationale et nous irons là où il faudra s'expliquer pour dire que sont les responsabilités des uns et des autres. Suite du vote ce soir, fin de la révision constitutionnelle et de la recomposition politique au Sénat. Je vous le disais au début de ce journal, les agriculteurs menacent de bloquer la capitale la semaine prochaine, une menace prise très au sérieux. Chaque jour, en effet, de nouveaux agriculteurs rejoignent les rangs de la coordination rurale. Elle réunirait aujourd'hui plus de 7000 exploitants, de quoi en effet investir Paris et bloquer la capitale. Agnès Molinier. Paris est la nouvelle cible de la coordination rurale. Philippe Arnaud lance ses troupes pour que lundi ou mardi, elle bloque la ville avec des tracteurs. Une nouvelle forme d'action pour une nouvelle organisation née ici, à l'île Jourdain, dans le Gers en décembre dernier. 2 hommes, tous les 2 ingénieurs, ont voulu organiser la colère des agriculteurs face à la réforme de la PAC. À partir du moment où on nous a proposé la pire des solutions, que pouvions faire d'autre que de dire non à cette réforme, sachant qu'une fois que nous aurons arrêté cette réforme, eh bien nous aurons 1 an, 2 ans pour réaliser une véritable concertation et bâtir une nouvelle politique. Et quand on a d'autres perspectives que la mort, qu'on n'a plus rien à perdre, on se dit la seule folie c'est de ne rien faire. Par conséquent, c'est pour ça qu'on est parti à 3 à l'assaut de l'Europe. Voilà, brave et plein d'ardeur. Un discours qui plaît dans un monde rural en pleine mutation. Si la coordination a séduit les non-syndiqués, elle attire aussi les adhérents des organisations traditionnelles. Je suis exploitant depuis 11 ans, je suis CDJA depuis 8 ans. Je me suis affilié à la coordination rurale car je voulais appartenir à un groupe vraiment apolitique. Nous ne sommes pas à être un ferment de division, au contraire, dès le départ, dès la création de la coordination rurale, nous avons bien dit que notre durée de vie était limitée, que nous disparaîtrions dès le projet de réforme abandonné. N'empêche qu'aujourd'hui, la coordination embarrasse la FNSEA et le CNJA. Ils redoutent qu'elle devienne un nouvel interlocuteur des pouvoirs publics. En attendant, un nombre croissant de leurs militants participent aux actions de la coordination. Plusieurs dizaines de personnalités d'intellectuels lancent aujourd'hui un appel à François Mitterrand. Ils lui demandent de proclamer officiellement la responsabilité de Vichy dans la persécution des Juifs. Cet appel est lancé au moment où des souvenirs tabous dans l'histoire de France ressurgissent, des souvenirs douloureux pour les familles des victimes, douloureux aussi pour toute une ville dont le nom symbolise cette période, je vous l'ai dit, Vichy. Eh bien cette ville revit aujourd'hui son passé.
Et il le revit par l'intermédiaire d'un film, et c'est Jacques Dufilot qui incarnera le maréchal Pétain. Un film qui touche tellement un passé douloureux qu'il a fallu attendre 6 ans avant de le tourner. À Vichy, les habitants sont partagés entre l'envie de crever l'abcès de l'histoire ou l'envie de ne plus en parler. Reportage d'Anne Rongère et Marc Félix. Les applaudissements sont timides. Les figurants recrutés sur place auront du mal à jouer cette scène. Délicat quand on est vichysois de se mettre dans la peau d'un partisan de Pétain. Jacques Dufilot, lui, n'a pas d'état d'âme, même s'il sait qu'on l'attend au tournant à cause de ses idées plutôt nostalgiques. Perruque, lentille bleue pour éclaircir son regard, talons de 2 cm pour se grandir, pour lui, Pétain est un rôle comme un autre. On peut penser ce qu'on veut du maréchal Pétain. Moi, je fais le maréchal Pétain, je suis comme un avocat par rapport à un individu. Je prends tout en charge. C'est-à-dire que j'essaie de me défendre le mieux possible. Le fantôme de Pétain ressuscité, mais la ville, elle, semble frappée d'amnésie. Repeint de frais, l'hôtel du parc où habitait le maréchal a été vendu en appartement. Aucune plaque sur les bâtiments qui abritaient les ministères, pas question pour l'instant d'un musée de la collaboration. On ne dit plus le régime du maréchal Pétain, on ne dit plus le gouvernement du maréchal Pétain, on ne dit même plus le régime de Vichy, on dit Vichy. Et aujourd'hui, par conséquent, il peut y avoir cette confusion vichiste, vichysois. En clair, Vichy redoute que son image de capitale du thermalisme ne soit ternie par les ombres du passé. C'est pas un film sur Pétain, c'est un film contre Pétain. C'est un film qui est conforme à la réalité historique. Il a été écrit d'après le livre de Marc Ferraud. C'est pas un film qui dit Français, qu'en pensez-vous? C'est un film qui dit, preuve à l'appui, Français, c'était comme ça. Comme ça, comme le mur de la honte, construit devant la Gestapo pour dissimuler au regard les salles de torture à moins de 100 mètres de l'hôtel où vivait Pétain. Il a quand même sauvé la France en 14. Et puis là, il a peut-être essayé de calmer tout, et puis comme il était trahi par les Allemands, il a été forcé de fuir par les Allemands. Donc d'après vous, c'est pas de sa faute, il n'a pas un rôle négatif? Non, non. Sûrement pas, parce que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, les Allemands l'auraient fait directement, peut-être en pire. Il a le même âge, mais il se bat contre l'amnésie. Il est prêt à ressortir sa banderole si Vichy accueille à nouveau des messes à la mémoire de Pétain. C'était une réhabilitation, le fait de faire des messes à la mémoire du maréchal Pétain, pour nous, en le mélangeant avec les autres maréchaux, y compris les maréchaux qui avaient été résistants, on trouvait que c'était absolument scandaleux. Ici, les cicatrices du passé sont encore fraîches. Le tournage du film a suffi à les rouvrir. L'hymne russe a été joué pour la première fois sur la pelouse de la Maison-Blanche devant 2 chefs d'État au garde à vous, George Bush et Boris Yeltsin. Cette rencontre au sommet portera essentiellement sur le désarmement et l'aide économique à la Russie. Mais l'Amérique est davantage intéressée par une révélation de Boris Yeltsin sur un passé récent. L'ex-URSS aurait détenu des soldats américains lors de la guerre du Vietnam. Une révélation qui ravive le dossier toujours très sensible des GIs disparus pendant la guerre du Vietnam. Certains de ces soldats américains détenus dans l'ex-URSS seraient toujours vivants aujourd'hui. Laurence Quiquet. Des soldats américains de la guerre du Vietnam ont peut-être été envoyés dans des camps de travail en URSS. Certains pourraient être encore vivants. Déclaration de Boris Yeltsin à un journaliste d'une chaîne américaine. Le président russe retire cette impression de la lecture d'archives des services soviétiques de renseignement. Les disparus américains lors de la guerre du Vietnam, une affaire d'État pour les Américains. Depuis 20 ans, près de 2800 soldats ne sont pas revenus de la guerre, leurs corps n'ont jamais été trouvés. Depuis, les familles de bon nombre de disparus font pression sur le gouvernement et le Congrès. Des prisonniers, selon des milliers de témoignages, seraient encore retenus aujourd'hui au Vietnam et au Cambodge. À Hanoï, plusieurs délégations américaines ont tenté d'y voir plus clair. Depuis 3 mois, Américains, Vietnamiens et Cambodgiens négocient sur ce dossier. L'enjeu, la normalisation de leurs relations. À Washington, les vétérans continuent de se relayer 24 heures sur 24 à la mémoire des disparus de la guerre du Vietnam. La question des prisonniers de guerre sera l'un des dossiers clés du sommet Bush-Yeltsin. Et toujours la guerre dans l'ex-Yougoslavie, les Serbes ne semblent pas vouloir relâcher leur pression sur Sarajevo.
toujours encerclés. Et ce matin, profitant d'une trêve de quelques heures, les soldats de l'ONU ont de nouveau investi les abords de l'aéroport, mais il semble encore très difficile de le réouvrir. Correspondance dans la capitale bosniaque d'Hervé Guéquière. L'aéroport de Sarajevo est une zone stratégique, c'est aussi une zone très dangereuse. Personne ne peut approcher sans risquer d'être abattu par les francs-tireurs serbes. Toutefois, 30 observateurs des Nations Unies, 20 Français et 10 Canadiens ont pu travailler toute la journée sur le terrain et évaluer les possibilités d'évacuation des armes lourdes. Mais de toute évidence, les négociations seront longues avant d'aboutir à la réouverture de l'aéroport et à la mise en place d'un véritable corridor humanitaire. La condition sine qua non est le retrait des batteries antiaériennes et de l'artillerie lourde, retrait proportionnel à leur rayon d'action. Exemple, si une arme tire à 5 km, elle doit être éloignée de 5 km de la piste d'atterrissage. Pour l'heure, aucun accord est en vue entre milices serbes, forces bosniaques et l'ONU. Les Serbes tergiversent, semblent vouloir gagner du temps et craignent de créer une brèche dans leur position. Pendant ce temps, par la route, les convois humanitaires rentrent au compte-gouttes. 6 camions hier, rien aujourd'hui, peut-être 6 camions demain. Le siège de Sarajevo continue. À Sarajevo, Hervé Guéquière pour FR3. Et précisément, la France se dit prête à envoyer de nouveaux renforts à Sarajevo et à participer avec la Russie et avec l'Égypte à la protection de l'aéroport, tout cela pour éviter un génocide. C'est la déclaration de Pierre Joxe, le ministre de la Défense, faite au cours des manœuvres dites Farfadet. Et pour la première fois, ces manœuvres ont réuni plusieurs armées européennes, français, espagnols, italiens et britanniques. 12 000 hommes en tout ont effectué des manœuvres moins offensives et tournées vers la solidarité. Pierre Babet, Marc Doux. Le sauvetage en grappe de ressortissants retenus en otage. Images spectaculaires, mais situation en passe de devenir ordinaire. Car voici donc le nouveau visage masqué des conflits à venir. Aller chercher des ressortissants en territoire hostile, s'interposer entre des belligérants divisés en factions. La ligne de front n'existe plus, encore moins la distinction militaire-civile. L'Europe des armées se prépare donc à de telles situations, avec le remords de n'avoir pas été prête à temps pour empêcher la tragédie yougoslave et la volonté de mettre aujourd'hui les bouchées doubles, exemple la plaie béante de Sarajevo. L'Organisation des Nations Unies fait appel à nouveau à la France, mais aussi la Russie et un autre pays, l'Égypte, pour tenter, étudier d'abord, tenter ensuite l'opération d'ouverture de l'aérodrome de Sarajevo. Et on voit donc là aussi deux pays européens, la France et la Russie, participer. C'est-à-dire que l'Europe est très présente dans ces opérations des Nations Unies, dans ce pays d'Europe qu'est la Yougoslavie. L'Europe des uniformes suit donc avec beaucoup d'intérêt l'expérimentation Farfadet pour pouvoir l'appliquer le cas échéant, grandeur nature. La famille du jeune adolescent marocain est bouleversée par la mort du garçon tué hier par un voisin à Chauny, dans l'Aisne, au moment où il rentrait de l'école, et la cité ne comprend pas. En fait, plus l'enquête avance et plus il semble que la personnalité du meurtrier présumé soit à mettre en cause. L'hypothèse du crime raciste est donc moins probable ce soir. Caroline Fitz. Abdelhaki avait 14 ans. Il est mort de 2 balles dans la tête en rentrant de l'école. Son meurtrier, un ouvrier de 35 ans, Sabin Cordelette, père de famille divorcé. Cet homme vivait seul dans le même immeuble que l'adolescent, reclus dans cet appartement dont il n'ouvrait jamais les volets. Aujourd'hui, la famille d'Abdelhaki, ses voisins, se demandent pourquoi cet homme a tué. Pour beaucoup, il s'agit d'un crime raciste. Le meurtrier avait souvent menacé de se payer un arabe. Abdelhaki aurait été assassiné car il était marocain. Je suis formel là-dessus, c'est un crime raciste. D'une part, déjà, c'est qu'il était prémédité. Je crois qu'il y a il habite dans le même palier. Au premier étage, ça faisait déjà depuis quelques temps qu'il n'ouvrait jamais sa fenêtre. Et là, pour ce jour-là, il l'a ouvert en attendant que le gamin vienne. Pourtant, il y a eu des autres personnes qui ont monté avant. Il a attendu que ce soit lui, le Marocain, pour qu'il puisse le descendre. Aujourd'hui, la police se penche sur la personnalité du meurtrier. Sabin Cordelette est un être asocial, au caractère irascible. Il détestait les jeunes. Abdelhaki l'avait surpris en train de saccager des installations de l'immeuble et l'avait dénoncé. Il se serait vengé par ce geste fou qu'il avait prémédité. Gardé à vue et interrogé, Sabin Cordelette pourrait être inculpé demain. Crime raciste ou vengeance, un jeune garçon est mort à 14 ans de la haine d'un homme.
Le corps du petit Pierre, 8 ans, a été retrouvé aujourd'hui près de Rennes. Il avait disparu depuis samedi. Aucune explication pour le moment. On ne sait pas s'il s'agit d'un accident ou d'un assassinat. 300 personnes avaient participé aux recherches depuis samedi. L'Angleterre risque une nouvelle fois de subir les conséquences de l'attitude de ces hooligans qui ont encore fait le coup de poing en Suède. L'avertissement lancé par le président de l'Union européenne de football est clair. Si les hooligans continuent, le prochain tournoi en 96, prévu précisément en Angleterre, pourrait avoir lieu dans un autre pays. Didier Chaumont. Le fanatisme des supporters anglais n'épargne pas l'Euro 92 et ce malgré l'impressionnant déploiement des forces de police anti-émeute. Après les 6 blessés du week-end dernier, dont 2 sont toujours dans un état grave, de nouvelles bagarres et rodéos nocturnes ont fait 2 blessés, dont un policier à Stockholm la nuit dernière. Face à ces débordements à répétition, le président de l'UEFA, Leonard Johansson, menace de priver les clubs anglais de championnat d'Europe en 96. Ce sont d'une manière générale des bandes parfaitement organisées qui provoquent ces bagarres nocturnes. Profitant de la situation, quelques skinheads suédois rôdent pour casser de l'anglais. La bière qui coule plus que d'habitude est bien souvent à l'origine de ces bagarres. Pour le match de demain soir, Suède-Angleterre, plus de 500 policiers anti-émeute ont été appelés en renfort pour canaliser les supporters. Et il y a demain soir un autre match qui nous intéresse, France-Danemark. Espérons que la France se montrera un peu plus offensive que lors de ses 2 précédents matchs. Elle doit gagner si elle veut aller en demi-finale. Michel Platini s'est confié à notre envoyé spécial Dominique Champeau. À 24 heures d'affronter le Danemark dans un match forcément décisif pour l'avenir de l'équipe de France, Michel Platini s'est accordé un délai de réflexion avant de communiquer la composition de son équipe. Le temps pour lui peut-être d'y voir un peu plus clair dans le jeu danois et de mieux tordre le cou aux critiques qui ont accompagné les premiers résultats français. Je savais que de toute façon ça se passerait comme ça et bon, on est un peu maso parce qu'on savait qu'à l'Euro on ne gagnerait pas tous nos matchs 6-0 et que forcément il y aurait des critiques, forcément, mais on a choisi de venir ici, on a choisi de se qualifier, de venir ici. Bon, bah maintenant ici on essaye de passer un cap difficile, c'est de jouer les Anglais, les Suédois, les Danois, c'est pas facile. Le problème c'est qu'on nous a considérés comme la meilleure équipe interplanétaire. On a une bonne équipe. Une bonne équipe, certes, mais à laquelle l'expérience des grandes compétitions fait défaut. Seuls Papin, Amoros et Fernandez ont connu les années glorieuses de l'équipe de France, et c'est cela, selon Platini, qui fait aujourd'hui la différence. Regardez, les Allemands ont 10 ou 12 champions du monde, les Hollandais ont 10 ou 12 champions d'Europe, et eux ne se perturbent pas, ils jouent toujours systématiquement de la même façon, ils n'ont pas de problème. Nous, on est nerveux, c'est logique, ça s'apprend. Je crois que l'inexpérience qu'a ce groupe de la haute compétition a fait qu'on a eu certainement un peu peur et on n'a pas joué libéré comme on l'a fait. Contre le Danemark, Michel Platini insiste sur une nécessaire amélioration technique de l'équipe. Aujourd'hui, il promet qu'il y aura des changements et dans un sourire, affirme que cette fois, ils se feront dans le bon sens pour un jeu enfin de meilleure qualité. Avec une victoire probable, j'en suis sûr. Ce 19-20 est terminé. Je vous rappelle les 2 informations politiques et sociales les plus importantes de la soirée. Les agriculteurs de la coordination rurale menacent d'envahir Paris, si j'ose dire, la semaine prochaine et de bloquer la capitale pour contraindre le gouvernement à revenir sur la politique agricole commune. D'autre part, sur le terrain strictement politique, les divergences s'accentuent entre le RPR et l'UDF. Le débat sur le traité de Maastricht a repris cet après-midi au Sénat. On attend le résultat et le vote des sénateurs pour ce soir. Marc Hautement vous en donnera sans doute de précieuses indications à 22h38 pour un nouveau Soir 3 après Tintin. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Fin de ce 19-20, à demain 19h. Bonsoir et bonne soirée sur la 3. Bonsoir.